Juliette Gréco était assise en silence dans sa maison de Ramatuelle, où la brise méditerranéenne bruissait à travers les oliveraies, apportant avec elle le goût salé de l'océan et l'amertume d'une vie qui avait traversé près d'un siècle de hauts et de bas, de triomphes. Celle qui fut jadis considérée comme un symbole indéfectible de liberté. La muse de Jean-Paul Sartre et de Miles Davis, qui avait revêtu des vêtements noirs pour défier les conventions sociales, apparaissait désormais empreinte d'une immobilité mystérieuse et d'une tristesse inexplicable qui semblait l'envahir. À l'aube de sa vieillesse, après plus de 70 ans sous les feux de la rampe, Gréco n'affichait plus l'assurance flamboyante d'une reine de la nuit, mais un silence profond qui laissait planer le doute sur ce qui se cachait réellement derrière son regard intense. Sa tristesse ne semblait pas provenir d'une santé déclinante ni d'une carrière au point mort, mais plutôt des fantômes du passé, des secrets qu'elle avait enfouis pendant des décennies, sous la façade d'une artiste intellectuelle et énigmatique. Assise là, ses mains fines caressaient le bord de son foulard de soie noire, le regard fixé sur l'horizon où le soleil couchant s'estompait, suggérant une existence rongée par des vides insoutenables. Le décor de Gréco était empreint d'une solitude solennelle et cruelle, où de vieilles photographies en noir et blanc, témoins de l'âge d'or de Saint-Germain-des-Prés, semblaient murmurer des histoires de trahison, de perte et de promesses non tenues. Une mélancolie concernant sa famille, les femmes de la lignée Gréco qui avaient enduré les tragédies de la guerre et de l'abandon jaillissaient désormais avec une force inédite. Elle semblait dissimuler une vérité douloureuse sur sa relation avec sa mère et sa sœur. Déportée pendant la Seconde Guerre mondiale, une cicatrice psychologique jamais vraiment guérie, malgré ses tentatives pour la masquer par la musique et la philosophie. Cette mélancolie était comme une note grave et persistante dans la symphonie de sa vie, suggérant que Juliette gardait enfouie une vérité terrible ou un regret tardif qu'elle n'avait jamais eu le courage d'exprimer publiquement. Vers la fin de sa vie, elle se replia sur elle-même. Son silence n'était pas un signe de paix, mais le reflet d'une lutte intérieure entre la préservation de son image légendaire et le désir ardent de se libérer du poids de ses sombres secrets. Le premier chapitre de ce dénouement dresse le portrait mélancolique d'une femme puissante, retranchée dans un château de souvenirs, où la tristesse est omniprésente et où la vérité, tel un fantôme tapi dans l'ombre, attend une ultime occasion de se révéler avant que le rideau de la vie ne se ferme à jamais. La vie amoureuse de Juliette Gréco était une ballade rebelle, où elle était toujours maîtresse de son cœur et prête à tout brûler pour protéger son indépendance, laissant derrière elle les ruines de mariage et d'amour tragique. Sa liaison la plus profonde et la plus obsédante avec la légende du jazz Miles Davis témoigne de l'intense interaction entre deux âmes talentueuses mais tourmentées. Un amour déchiré par les préjugés raciaux et la distance, laissant à Juliette une douleur persistante qui dura des décennies. Elle confiait que Miles était le seul homme qui lui ait fait comprendre les profondeurs de la passion et du désespoir lorsqu'il a fallu s'en détacher. S'ensuivit un mariage tumultueux avec l'acteur Philippe Lemaire, qui lui donna sa fille unique, mais ne put conserver longtemps la flamme romantique qui brûlait en elle, menant à une rupture discrète mais amère. Son second mariage avec le célèbre acteur Michel Piccoli semblait l'union parfaite de deux icônes culturelles françaises, mais il finit par se dissoudre après 11 ans, victime d'un silence terrifiant entre leurs deux égos démesurés.
Gréco reconnaissait se sentir comme un homme dans un corps de femme lorsqu'elle était amoureuse. Farouche, froide, elle refusait tout compromis, ce qui pesait sur les hommes qui partageaient sa vie et les laissait finalement épuisés. Ces échecs amoureux n'étaient pas des échecs personnels, mais la conséquence d'une soif de liberté absolue, une liberté qu'elle chérissait plus que la paix du foyer. Elle vivait un véritable tourment, tiraillée entre le désir d'appartenir à quelqu'un et la crainte que l'engagement n'étouffe son inspiration artistique. Ces divorces, toujours empreints de respect, n'en étaient pas moins douloureux, la transformant en une mendiante d'affection au sein même de son univers d'autonomie. Elle avouait avoir blessé Piccoli et le maire par sa cruelle honnêteté, car elle aimait l'art et elle-même plus que tout. La descente aux enfers de Gréco prit des allures de destin cruel pour les femmes existentialistes, où chaque chagrin d'amour était une renaissance plus forte sur scène, utilisant la douleur elle-même pour illuminer des champs de séparation. Cependant, le prix de cette liberté était de longues nuits passées face au vide, dans des chambres d'hôtels luxueuses, où elle réalisait que tous les vœux n'étaient que des illusions passagères dans la vie d'une femme qui avait toujours choisi de rester seule au milieu des tempêtes d'émotions et des attentes des autres. À 93 ans, le souffle court et les projecteurs relégués au second plan, Juliette Gréco livra un récit poignant de la douleur devenue sa plus fidèle compagne. Elle parlait de la douleur non pas avec lamentation, mais avec une sagesse douloureuse, une philosophie de vie distillée par près d'un siècle d'expérience des émotions les plus extrêmes. À 93 ans, la douleur n'est plus une souffrance qui vous serre la poitrine. C'est une sérénité étonnante à voir. Tout ce que j'ai chéri s'évanouir peu à peu, murmura-t-elle d'une voix rauque mais autoritaire. Celle d'une reine. Gréco confia que son plus grand chagrin était désormais le regret des mots non dits à sa fille Laurence. Disparue avant elle, une blessure que l'âge n'avait fait qu'exacerber sans jamais l'effacer. Elle parlait de la solitude comme d'un ultime privilège, où elle n'avait plus à jouer le rôle d'une icône, d'une muse ou d'une artiste, mais simplement celui d'une femme en attente de libération. À 93 ans, elle admit avoir passé trop de temps à jouer la comédie, pour finalement comprendre que la vulnérabilité est la véritable beauté de l'humanité. Sa tristesse prenait la forme d'amis proches, comme Sartre, Beauvoir et Brel, disparus depuis longtemps, la laissant seule témoin d'une époque à la fois glorieuse et pleine d'illusions. Elle confiait entendre souvent sa propre voix sur de vieux disques, comme celle d'une étrangère, une femme morte, depuis longtemps dans sa propre gloire. La tristesse de Gréco, à 93 ans, était aussi un ressentiment silencieux face à un monde devenu trop bruyant et dépourvu de grandes idées. Elle ne craignait pas la mort, la considérant comme sa transformation finale, mais redoutait que la vérité de sa vie ne soit déformée par une adoration aveugle. Son récit autobiographique est un testament spirituel tragique, où elle confesse ses lâchetés cachées et les fois où elle a trahi ses propres idéaux pour survivre. À 93 ans, Juliette Gréco apparaît comme un monument à la fois brisé et fier, une femme qui a appris à accepter son propre chagrin et à le transformer en un léger bagage pour son voyage vers l'éternité, se débarrassant de toute gloire et amertume pour trouver la tranquillité absolue qu'elle avait désirée toute sa vie. Le parcours de Juliette Gréco fut une ascension fulgurante.
Des bas-fonds de Saint-Germain-des-Prés aux scènes les plus prestigieuses du monde. Mais derrière sa légendaire cape noire se cachaient des secrets qu'elle dissimula habilement pendant des décennies sous un vernis d'intellect et de mystère. Le plus grand secret de sa carrière fut son expérience traumatisante de l'emprisonnement dans une prison nazie à l'âge de 16 ans, une épreuve horrible qui forgea sa froideur et son scepticisme envers l'humanité, et qu'elle s'efforça pourtant toujours de minimiser dans la presse. Elle devait cacher que son image initiale de muse existentielle n'était qu'un masque pour se protéger du traumatisme de l'après-guerre, une façon de survivre dans un monde où elle ne croyait plus en la justice. Gréco garda également le secret des délicates négociations politiques auxquelles elle participa en tant que symbole de la France libre, des compromis qu'elle dut faire pour préserver son statut artistique durant une période tumultueuse. Son parcours professionnel recelait aussi des secrets, notamment ses ruptures avec de grands mentors comme Jean-Paul Sartre, auprès duquel elle se sentait instrumentalisée pour diffuser une idéologie plutôt que reconnue comme une artiste indépendante. De plus, elle dissimulait les fois où elle manipulait secrètement le scénario de sa propre vie, construisant un mythe de liberté pour masquer une âme en quête de la protection et de l'amour que sa famille lui avait toujours refusé. Chaque chanson qu'elle interprétait était en réalité un fragment d'un journal intime secret, recelant des souffrances et des trahisons qu'elle ne révélait jamais publiquement. Elle gardait le secret de ses nombreuses envies d'abandonner sa carrière. Dégoûtée par la superficialité du monde du spectacle, mais la peur de la pauvreté de son enfance la maintenait toujours sous les feux de la rampe. La carrière de Juliette Gréco était un monument bâti sur le secret et une maîtrise absolue de son image, où chaque succès éclatant s'accompagnait d'une part d'ombre qu'elle ne laissait jamais transparaître. Elle comprenait que le mystère était le plus grand pouvoir d'une femme, et elle s'en servait pour dissimuler un cœur meurtri et une âme qui se sentait toujours comme une trompeuse au milieu des applaudissements enthousiastes, transformant sa carrière en une symphonie de vérités cachées et d'illusions éternellement vénérées. Confrontée aux ténèbres de son existence, Juliette Gréco fit une confession bouleversante sur sa vie amoureuse, une vérité qui chamboula complètement l'image que le public se faisait de ses relations. Elle admit que, malgré ses mariages prestigieux avec Piccoli et Lemaire, son cœur ne leur avait jamais vraiment appartenu, mais était à jamais prisonnier d'un amour interdit pour une femme, une artiste mystérieuse, avec laquelle elle entretenait une liaison secrète depuis des décennies. Cette confession ne portait pas seulement sur son orientation sexuelle, mais aussi sur un grand mensonge qu'elle entretenait pour préserver son image de femme séductrice. D'une voix étranglée, Gréco confessa avoir mené une double vie, se servant d'hommes célèbres comme d'un bouclier pour dissimuler une relation bien plus profonde et authentique. Cette vérité était sa plus grande souffrance et son secret le plus sombre, la faisant se sentir comme une traîtresse envers ses maris. Elle révéla que cette femme était la véritable inspiration de ses chansons les plus mélancoliques et intenses, et qu'elle avait gardé ce secret, non par peur pour elle-même, mais pour la sécurité et l'honneur de cette femme dans une société encore imprégnée de préjugés. Cette confession bouleversante révéla également qu'elle avait secrètement renoncé à avoir un deuxième enfant pour préserver le secret de cette relation, un acte qu'elle considérait comme un crime impardonnable contre son instinct maternel.
La vérité sur cet amour interdit et ce sacrifice coupable a conféré à l'héritage de Gréco une tonalité tragique et tourmentée. Elle confiait que, chaque fois qu'elle chantait l'amour sur scène, elle se sentait comme une pécheresse flagellant sa conscience, car elle savait qu'elle bâtissait sa carrière sur des mensonges. Cette confession fut la pièce manquante du puzzle, expliquant son regard distant et sa froideur impitoyable envers les hommes épris d'elle. Elle souhaitait se confesser pour libérer son âme du joug des secrets, même si elle savait que cela risquait de détruire l'image de la muse existentielle qu'elle avait patiemment construite tout au long de sa vie, laissant planer le souvenir lancinant de ce qui avait été sacrifié au nom de la gloire et des attentes du public. Dans les dernières années de sa vie, Juliette Gréco trouva une paix inespérée en épousant le talentueux pianiste Gérard Joannest, son partenaire de scène depuis plus de 30 ans. Évoquant ce mariage, elle n'employait plus les mots passionnés de sa jeunesse. Elle le qualifiait plutôt de réconciliation finale avec elle-même. Gérard n'était pas seulement son mari, il était le seul à comprendre véritablement chaque souffle, chaque dissonance de l'âme de Gréco. Elle confiait que ce mariage était sa tentative de retrouver une vérité brute après des décennies passées dans l'illusion et le masque. Pour Gérard, elle n'avait pas besoin d'être une reine de la nuit, ni une muse intellectuelle, mais simplement Juliette, une femme mûre, marquée par les épreuves, mais aspirant à être comprise. Cependant, Gréco admit également que ce dernier mariage n'était pas exempt de mélancolie. C'était la tristesse de leur rencontre et de leur lien si tardif, alors que le temps s'écoulait. Elle parlait de leur préparation commune à la mort, comme d'un dernier voyage, où le silence partagé au piano était plus précieux que n'importe quel vœu solennel. Son mariage avec Gérard lui apprit à se pardonner ses erreurs passées, à affronter le chagrin sans se réfugier dans la musique ou des amours éphémères. Elle reconnaissait que la douceur et la patience de Gérard l'avaient aidé à s'ouvrir et à lui confier ses secrets les plus intimes. Ce mariage fut un chapitre lumineux et contemplatif dans sa vie tumultueuse, témoignant du fait que, même au plus profond de la solitude, on peut trouver une âme sœur avec qui traverser les ténèbres. Gréco parlait de Gérard avec le plus grand respect, le considérant comme la récompense ultime que le destin avait accordée à une femme lasse des conquêtes. Ce mariage lui apporta la sérénité nécessaire pour aborder son 93e anniversaire et la mort imminente avec le calme et la dignité d'une reine ayant enfin trouvé son havre de paix, où l'amour n'était plus un combat, mais une douce symphonie de deux cœurs ayant bravé toutes les tempêtes de la vie. La disparition de Juliette Gréco en septembre 2020 a marqué la fin d'un des chapitres les plus brillants et les plus énigmatiques de la culture française du XXe siècle, mais a aussi donné naissance à une légende immortelle sur le pouvoir de la liberté et le courage des femmes. Le véritable accomplissement de l'histoire de Juliette Gréco ne réside pas dans les films ou les chansons devenues cultes, mais dans son engagement indéfectible à préserver son identité unique au sein d'un monde qui cherchait constamment à la définir. Gréco a vécu une vie aussi profonde que le noir qu'elle aimait, profonde, mystérieuse, puissante et intemporelle. Son parcours, de jeune femme prisonnière de la guerre à icône de la liberté existentielle, est une leçon de renaissance puissante après la souffrance. Elle nous a appris que la tristesse n'est pas un échec, mais la matière première la plus précieuse pour créer l'art et la sagesse.
Le chemin parcouru, du premier chapitre empreint d'une mélancolie invisible au chapitre final, marqué par la réconciliation spirituelle, forme un cercle parfait pour une âme qui a goûté à toutes les gloires et les amertumes de l'existence humaine. Les secrets d'un amour interdit, d'un sacrifice coupable et de mariage brisé composent un portrait de Juliette Gréco plus authentique que n'importe quelle adaptation cinématographique. Elle s'est éteinte dans le calme d'un après-midi d'automne, laissant au monde un héritage d'une honnêteté implacable, imprégnée de sa propre douleur. Gréco n'était plus une personne. Elle est devenue un symbole, un puissant esprit de liberté omniprésent dans chacune de ses chansons et chacune de ses pensées. Son histoire s'achève avec la dignité d'une reine qui tire sa révérence, laissant derrière elle un testament spirituel, oser vivre sans regret, oser affronter ses propres ténèbres pour trouver la lumière éternelle. Alors que le rideau tombe définitivement, nous découvrons une Juliette Gréco immortelle, une femme qui a transformé le chagrin en couronne et la solitude en un royaume de liberté absolue, nous rappelant que le plus grand amour est la réconciliation avec soi-même, avant de disparaître dans le flux éternel du temps et de la mémoire humaine, laissant une empreinte d'un noir profond et éclatant dans le firmament de l'art mondial. L'art mondial. L'art mondial.